L'accumulation de toute série de difficultés, et en plus, on voit apparaître une révélation de l'antisémitisme qui est différente selon les pays. Dans les pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, qui ont choisi un communautarisme systématique où chaque communauté vit dans son univers, l'antisémitisme est débridé parce que le droit, la liberté d'expression passe avant le respect de la pensée des autres. Et même si ça peut nous paraître à nous et à vous difficile à admettre, la France est beaucoup mieux protégée que les autres pays occidentaux, d'abord parce que nous n'avons pas ce communautarisme extrême où chacun vit dans son univers et où on a le droit de dire ce qu'on veut des autres, qui entraîne les foules qui déferlent dans les rues de Londres, et parce que nous avons la laïcité qui nous protège contre et la philosophie de la République à laquelle vous êtes si attaché. C'est la laïcité qui est le cœur de ce qui nous concerne ici. Et donc, c'est pourquoi en France, tant à l'égard des communautés musulmanes que de la nation française, le problème est encore relativement maîtrisé, même si on a des bouts de feu effrayants. Et je l'ai écrit moi-même, mais au risque de choquer certains d'entre vous. Parmi les bouts de feu, je mets non seulement les forces extrémistes françaises, mais le gouvernement israélien, qui pour moi est un acteur... Alors, on va développer, si vous me l'autorisez, cette réflexion introductive. Vous faites de la géopolitique de grande ambition dès le début. Vous resituez ce conflit tragique entre Israël et le Hamas, déclenché évidemment par le Hamas, dans le cadre des confrontations globales entre des démocraties et des régimes illibéraux ou tyranniques. Vous avez cité 3 exemples contemporains. On va se concentrer évidemment sur le Moyen-Orient. Vous êtes de ceux depuis plusieurs années dans le monde intellectuel français qui avaient accompagné cette grande espérance qui s'était levée avec la conclusion des accords d'Abraham en 2020. Vous avez d'ailleurs vous-même des relations assez étroites avec un certain nombre de pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez qu'un jour, si on ne veut pas être trop pessimiste, on pourra renouer avec cette dynamique vertueuse de paix et trouver une solution globale par-delà les malheurs du présent? Oui, bien sûr. Enfin, il ne faut jamais exclure le pire. Et le pire, c'est la destruction et la disparition de l'État d'Israël. Le pire est possible. Et je vais dire dans quelles circonstances. Maintenant, si vous prenez les principaux dirigeants arabes, ils ne souhaitent pas le pire, loin de là. Vous avez cité les accords d'Abraham. Pour moi, les accords d'Abraham sont une erreur. Parce que faire la paix au Moyen-Orient sans y inclure les Palestiniens, c'est une impasse. Sauf qu'au début, il était plus ou moins prévu par les Saoudiens, dans l'hypothèse où ils rejoignaient la plateforme, que ça inclut un accord avec les Palestiniens. Vous l'avez mis à l'envers. Les accords d'Abraham ne prévoyaient pas les Palestiniens. Et c'est justement parce que on a approché d'un accord avec les Saoudiens, peut-être, je ne veux pas entrer dans des choses confidentielles que je pourrais savoir et ne pas avoir à dire, que ceci s'est déclenché. Et les Saoudiens posent maintenant le préalable en disant une paix, elle sera peut-être imaginable, je ne parle pas leur nom, mais pas sur les Palestiniens. Voilà. Et je crois que c'était la grande erreur des accords d'Abraham d'avoir fait comme si les Palestiniens n'existaient pas. Voilà, parce que ce que vous appelez les accords d'Abraham, c'est ceux de 2020, mais pas ceux qui devaient être signés dans l'hypothèse où l'Arabie Saoudite les aurait rejoints. Les accords d'Abraham, c'est les accords d'Abraham. Ceux qui ont déjà été signés, on est bien. Ça n'existe pas. Voilà. Moi, je me réfère plutôt à Camp David et aux accords d'Oslo, qui fait que moi, j'ai un jour déjeuné avec le Premier ministre israélien Shimon Peres à Jérusalem et dîné le soir même, comme maintenant, un soir de Iftar, avec Arafat à Gaza, dans la même journée. Donc il y a eu un moment, comme on sait, où la paix était possible, était en marche. Bon. Aujourd'hui, il y a 2 forces, de mon point de vue, et là on fait du café du commerce, on est tout à fait extérieur au problème. C'est quand même mieux. On fait du café du commerce.
parce qu'on est extérieur, on n'a pas de pouvoir sur tout ça, je donne mon point de vue parce que vous me demandez, mais pour moi, il y a, et je dis ça depuis très longtemps, il y a deux forces qui ne souhaitent pas la paix. Il y a le Hamas et une partie des Palestiniens qui veulent voir disparaître l'État d'Israël, qui mêlent l'antisionisme et l'antisémitisme. Et il y a les forces de la droite israélienne qui ne veulent pas la paix parce qu'ils ne veulent pas d'État palestinien, parce qu'ils ont tout fait pour empêcher la mise en œuvre des accords d'Oslo, parce qu'ils ont, et c'est maintenant malheureusement établi historiquement, tout fait pour renforcer le Hamas contre l'autorité palestinienne et créer les conditions de nourrir le monstre. Au point même d'ailleurs que le jour de la tragédie, une grande partie des troupes qui auraient dû être là n'étaient pas là parce que les autorités religieuses extrémistes avaient dit qu'il ne fallait pas être armé ce jour-là, et parce que les rares soldats qui étaient là gardaient les colonies en Cisjordanie et ne s'occupaient pas de la frontière. Et en plus, faire une fête de ce genre aussi blasphématoire, un jour de fête religieuse juive, était quelque chose que les extrémistes n'acceptaient pas. Donc il y a des coupables dans les deux camps, et c'est pourquoi j'ai immédiatement, dès la semaine suivante, au risque de me fâcher avec beaucoup de gens, dit le mouvement du Hamas est un terroriste qu'il faut l'éliminer, mais Netanyahou est un criminel de guerre. J'ai dit ça, d'ailleurs, après beaucoup d'intellectuels israéliens qui l'ont dit aussi. Et je pense que ceci, pour ça que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, si on continue comme ça, c'est l'État d'Israël qui va disparaître. Absolument. Et je peux vous dire pourquoi. Alors justement, oui, parce que ce scénario apocalyptique, on va évoquer ensuite vos autres scénarios, romanesques certes, mais on ne peut pas dissocier le roman siècle intellectuel. C'est un roman d'anticipation aussi pour prévenir une catastrophe. Ce scénario de disparition, qui serait un cataclysme absolu, adviendrait dans quelles circonstances, Jacques Attali? Il peut advenir dans des circonstances d'une extrême violence, d'invasion de l'État d'Israël par des terroristes, de fuite des élites israéliennes. Je fais une petite parenthèse, Je vous en prie, avant de revenir sur mon scénario. Shimon Peres m'a dit un jour, tu sais, dans notre pays, on a eu 3 élites de suite. On a eu les paysans, les généraux et les ingénieurs de technologie. Il m'a dit, tu vois la différence? Je lui ai dit non. Il m'a dit, ben, les 2 premiers, ils sont liés à la terre, les paysans comme les militaires. Les ingénieurs technologiques peuvent partir demain matin. Et c'était 50 ans, voici. C'est le retour du nomadisme de l'élite israélienne. Pourquoi est-ce que ce scénario de disparition de l'État d'Israël est possible? D'abord dans le scénario de la violence qui ferait partie des élites qui n'auraient plus les vivre, mais aussi dans un scénario qui est presque là déjà, où les Palestiniens diront on veut un seul État. On ne veut plus d'un État palestinien. Vous ne voulez pas d'un État palestinien, nous non plus. On ne veut pas vous mettre à la mer, comme le dit Hamas, mais on veut un seul État, nous tous ensemble. Et dans ce cas-là, immédiatement, Israël se trouve dans la situation de l'Afrique du Sud, avec un État unique, que Israël refusera. Mais ce sera très embarrassant de refuser un État alors que tous les autres humains veulent être israéliens comme vous. Vous avez bien 2 millions d'Arabes israéliens, pourquoi vous ne nous acceptez pas? Et là, on se trouvera dans une concurrence démographique, donc on a vu ce qu'elle a donné en Afrique du Sud. Bien sûr, les équilibres initiaux n'étaient pas les mêmes, etc., etc. Et là, je vous interromps parce que la conclusion est logique. Vous êtes de ceux qui, pour le bien d'Israël, plaidaient de ce fait pour que ce scénario de la dilution de l'identité juive de l'État n'advienne pas, et que donc il y ait une paix séparée de compromis. Je pense que le seul pays au monde qui a intérêt à la création d'un État palestinien, c'est l'État d'Israël. Absolument. Je pense que les Palestiniens pourraient ne pas y avoir intérêt dans la logique d'un État unique, et que le reste du monde, c'est pas son sujet. Le seul pays qui a vraiment, dans une perspective longue, intérêt à ce qu'il y ait un État qui stabilise la région, qui empêche et qui crée les conditions d'une convergence, et qui crée les conditions de ce que tous les hommes aient les mêmes droits, c'est même insensé. Alors, j'en reviens aussi à mon histoire personnelle. J'ai quitté l'Algérie très jeune, j'avais 12 ans. Mais j'ai constaté en Algérie que le pouvoir corrompt. Et quand on est en situation de domination, moi j'avais pris parti dans ma jeunesse, dès 1968, 67, contre
le maintien d'Israël dans les colonies, sauf évidemment Jérusalem et des ajustements de frontières. Parce que j'ai toujours pensé que le colonisateur est corrompu par son rôle de puissance dominante sur le faible et qu'il est lui-même gâté de l'intérieur par cela. Je pense que l'âme israélienne est très largement... Alors pourquoi est-ce que je me permets de donner mon avis en public alors que je l'ai donné en privé aux dirigeants israéliens, comme beaucoup de gens depuis longtemps? C'est parce que maintenant, quand les Israéliens me disent, certains Israéliens me disent ou disent à d'autres comme moi, mais mêlez-vous de vos affaires, c'est l'État d'Israël, ça ne vous concerne pas. Ben, je dis non, parce qu'en agissant ainsi, vous développez l'antisémitisme. Vous êtes des facteurs antisémites. Naturellement, vous n'avez pas créé l'antisémitisme, mais vous donnez des prétextes à l'antisémitisme. Et donc, nous avons un rôle à jouer, nous, de la diaspora ou intellectuels non juifs, pour dire à Israël, retrouvez votre âme, retrouvez votre valeur, retrouvez votre éthique, retrouvez ce qui a fondé les valeurs juives depuis 3000 ans. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu seras là pour les autres, tu créeras les conditions d'une vie ensemble, tu seras universaliste, tu répareras le monde. Tout ce qui fait la force de ce que le judaïsme a apporté à la planète tout entière. Et ne soyez pas un État militaire parmi d'autres qui n'existe que par la force. En tout cas, c'est très louable et courageux de votre part, Jacques Attali, de le dire dans cette maison, au centre communautaire et universitaire de Créteil. Non, vous n'avez pas de double langage. On le vérifie d'ailleurs ce soir avec vous autour d'Albert Édard et de ses équipes, et on vous en remercie chaleureusement. Alors, un quart d'heure déjà, on a bien balayé ce terrain, disons, moyen-oriental qui nous occupe tous avec les conséquences absolument dramatiques d'antisémitisme. Je reviendrai peut-être après, pour qu'on avance, sur la question de l'antisémitisme en France. Vous semblez peut-être un tout petit peu moins apocalyptique que certains esprits ou que certaines voix que l'on entend actuellement. Je me projette dans votre roman. Alors c'est un roman, je l'ai là, il est passionnant, Bienheureux soit notre monde, aux éditions Flammarion. C'est un roman d'anticipation. Je résume pour que vous sachiez de quoi il s'agit, mes amis. Vous imaginez qu'en 2029, une série de plaies d'Égypte frappe le monde. La réélection de Donald Trump, qui serait élu à la fin de l'année, en 2024, réélu en 2028. L'élection de Marine Le Pen en 2027, prolongeant, semble-t-il, par une sorte de bidouillage constitutionnel, pardonnez-moi l'expression, sa présidence jusqu'en 2042. Il faudra attendre. Et une accentuation, une aggravation absolument dramatique des processus que nous observons d'ailleurs déjà tous les étés, de dérèglement climatique, de changement climatique. Alors pourquoi vous êtes projeté dans ce que j'appellerais avec nous ce soir, Jacques Attali, votre première dystopie? Non, c'est pas la première, j'en ai écrit d'autres. Pardon. J'en ai écrit d'autres. Mais celle-là... La première que j'ai lue, alors je suis sincère. Celle-là m'est inspirée par beaucoup de choses. D'abord, j'avais écrit un livre juste avant où j'avais justement essayé de décrire le monde d'un point de vue aussi savant que possible, qui s'appelle Le Monde mode d'emploi. Qui n'était pas un roman, qui était un essai. Voilà, ouais. Et je m'étais rendu compte qu'on va vers le pire si on ne fait rien. Et j'ai voulu regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter le pire. Et la première chose à faire pour éviter le pire, c'est d'imaginer. C'est ce qu'avait fait Cassandre quand on a reproché à Cassandre de prévoir le mal, le pire. Mais Cassandre prévoyait le pire pour que ça n'ait pas lieu, et non pas pour que c'est lieu. Et de même le prophète Jérémie, quand il expliquait qu'il ne fallait absolument pas s'allier aux hommes et s'allier aux autres, c'était pour éviter la destruction du peuple juif. Et on a le tort de pas le... C'est votre prophète préféré, Jérémie? Non, il y en a beaucoup, mais dans ce contexte-là, Jérémie dit ce qui va arriver si on n'écoute pas, et non pas ce qu'il pense qui va arriver. Et donc ce sont j'ai toujours pensé que si on veut éviter le pire, il faut le prévoir. Bon, voilà. Donc j'ai voulu tracer ce paysage du pire, et en mettant en place un héros qui a beaucoup d'argent, énormément d'argent, et qui veut changer ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a beaucoup d'argent? Pourquoi il est d'origine arménienne, d'ailleurs? C'est comme ça, c'est la fantaisie de romancier. C'est la fantaisie du romancier. J'ai voulu en faire un minoritaire, mais pas un minoritaire juif. J'ai voulu en faire quelqu'un qui est né d'un génocide, mais pas le nôtre. Donc j'ai
voulais en faire quelque chose. C'est un alter ego où il ne faut pas y voir de correspondance particulière? Comme vous savez, si vous lisez vraiment le roman, il y a plusieurs héros par surprise. Donc il y a un héros apparent, puis un autre héros derrière, parce que il y a une grande surprise au premier tiers du roman. Et en même temps, ça m'a amené à pourquoi j'ai mis ça en 2029. Alors ça me fait faire une petite digression. Les 5 ans qui viennent, pour moi, sont aussi importants que les 5 ans qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Les 5 ans qui ont précédé la Première Guerre mondiale, on se remet en 1908, 1909. Là, tout est en place pour un XXe siècle très sombre. On a le téléphone, la radio, la voiture, l'avion, la démocratie qui commence, il y a eu la révolution de 1905 en Russie, et puis tout va bien, on est dans une période extrêmement... Le monde décrit rétrospectivement par Stefan Zweig dans son très beau livre. Le monde d'hier. Oui, il écrit en 1920, il écrit après. Mais le monde qu'il décrit pour cette période... Rétrospectivement, voilà. Et puis on pensait que la guerre était impossible, parce que l'empereur d'Allemagne, le tsar des Russies et le roi d'Angleterre sont cousins germains. Donc on pensait que la guerre était absolument impossible. Et pour autant, 5 ans plus tard, commence ce qu'on sait, une guerre mondiale, une épidémie qui tue plus de gens que la guerre mondiale, une crise financière, une guerre qui va tuer 50 millions de personnes, dont 6 millions de juifs, et un XXe siècle épouvantable. Nous sommes exactement au même moment où on a 5 ans pour éviter de prendre la bifurcation épidémique. Quand vous dites on, alors vous vous référez implicitement, ce qui ne veut pas dire que vous gommez les identités nationales et les frontières, mais vous vous référez à une forme de société des nations, de communauté internationale des grandes consciences, on va dire. Hein. Nous avons 5 ans, ce nous recouvre cela, pour empêcher, pour enrayer l'accélération de la catastrophe. Voilà. Et utiliser l'accélération en marche, vous avez raison de parler d'accélération, parce que nous sommes dans une phase d'accélération du progrès technique, d'accélération des mutations, de toute nature, comme on l'a eu entre 1908 et 1914, qui s'est traduit vers la tragédie, et encore une fois qu'on aurait pu éviter, et que quand on regarde les écrits absolument lumineux et pathétiques des grands écrivains de ces années-là, qui disent attention, c'est la catastrophe qui arrive, on peut l'éviter, parce que c'était vraiment autant la guerre de 39 était une guerre nécessaire, il fallait détruire l'Hitler, point, mais pas de, autant la guerre de 14-18 n'avait aucune raison d'être, elle était absurde. Donc, nous sommes dans un moment, et je voulais dans ce roman me placer dans cette situation, quelqu'un va vers ça, il réunit un groupe de gens, et il cherche à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Absolument. Alors c'est une sorte d'élite éclairée, on pourrait dire ça, hein, vous voyez, de vivants, ils s'appellent les vivants, et ils ont les plus grandes préventions, la plus grande méfiance à l'égard de ceux qu'ils appellent les sombres. Alors il cherche à savoir qui sont les gens puissants qui font que le monde est ce qu'il est. Ouais. D'abord, ils comprennent que les hommes de pouvoir apparents, n'ont vraiment pas beaucoup de pouvoir, que ce soit les chefs d'État ou les premiers ministres aussi, ou les chefs de habiles soient-ils, les patrons d'entreprise, ils les appellent, je ne dis pas, parce qu'ils ont plus de droit, puis ils se rendent compte que ça ne change rien, parce qu'ils sont remplacés par d'autres, ça ne change rien. Donc, ils les appellent les illusionnistes, et ils cherchent qui sont les sombres, c'est-à-dire ceux qui sont cachés et qui ont le vrai pouvoir. Et tout le roman, justement, cherche à creuser cette question, qui sont les sombres. Et puis on se rend compte au premier tiers du roman, je peux dévoiler ce premier secret, qu'en réalité, c'est pas du tout ce qu'on croit, et que le vrai héros du roman, c'est quelqu'un qui a créé un jeu vidéo, qui est celui que je viens de décrire, et qui est aujourd'hui, parce qu'il a constaté que 2 milliards de personnes, sinon peut-être 3 milliards, jouent aux jeux vidéo tout le temps, et que donc si on veut toucher les gens, c'est pas par des conférences comme maintenant, ni par des livres, c'est en faisant prendre conscience aux gens par les moyens qu'ils utilisent, c'est-à-dire les jeux vidéo, du monde qui vient. Or, les jeux vidéo, c'est ni des jeux ni vidéo, c'est des outils, c'est des œuvres d'art extraordinaires, mais aucun, à l'heure où nous parlons, n'est utilisé comme prise de conscience, ni sur les enjeux technologiques, ni sur les enjeux écologiques, ça commence à peine. Et lui, il a voulu et il a créé, donc je me suis beaucoup amusé à chercher à comprendre comment on fait un jeu vidéo, comment ça se construisait. Et il a fait un jeu vidéo pour faire que toute la jeunesse du monde joue à se trouver, grâce à la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Les jeux vidéo de demain, c'est pas du tout comme sur un téléphone, c'est vraiment dans une réalité immergée.
se trouve plongé dans ce monde épouvantable qui est devant nous. Et une fois enlevé ses lunettes de jeux vidéo, se disent ça ne peut pas arriver. Donc que le jeu vidéo serve de prise de conscience. Et tout moment, pour faire un bond hors de la catastrophe. Pour faire un pont. Alors, j'ai connecté, parce que quand même, j'essaye de préparer un peu ces conférences placées sous la responsabilité de Rafi Marciano et de Albert Elhamar. J'essaye de travailler un peu. Et donc, j'ai connecté cette réflexion du romancier avec des réflexions antérieures que vous aviez eu l'occasion de développer dans des essais. Et il m'a semblé, alors peut-être que je me trompe, hein, vous allez nous le dire avec la franchise qui vous est coutumière, il m'a semblé qu'on pouvait rapprocher cette réflexion sur la catastrophe qui nous menace, de réflexion antérieure dans La Voix humaine, qui était une théorie de la nouvelle social-démocratie. Et à la fin de La Voix humaine, qui fait référence évidemment à un livre célèbre de Léon Blum, vous réfléchissez sur le nouveau défi de la nouvelle social-démocratie. En France, mais pas seulement, hein, dans l'ensemble du monde occidental, Israël compris. Et vous dites au fond, le nouveau défi, c'est de trouver le nouveau réglage de la relation entre le marché et la démocratie, suggérant que ces dernières années, ces dernières décennies, on a laissé le marché empiéter dramatiquement sur la démocratie. Est-ce que j'ai raison de faire le lien entre ces réflexions, on va dire du philosophe de l'actualité, et ce que vous développez dans votre roman? Le dialogue entre marché et démocratie est une constante très longue depuis 10 siècles. Et aujourd'hui, il y a à la fois une victoire du marché contre la démocratie, le marché l'emporte, mais en même temps, comme le marché est très difficile à accepter par beaucoup de gens, une crispation populiste contre le marché. Au lieu d'être une promotion démocratique, il y a une crispation populiste. Le marché a vocation d'être global. Et beaucoup de gens, à juste titre ou pas, refusent cette globalité. Et au lieu de chercher à construire une démocratie à la hauteur du marché, ils essayent de s'enfermer dans des frontières totalitaires et où chacun se protège de l'autre. Et donc, la recherche d'une identité fermée fait partie de ce refus refus justifié d'une domination excessive du marché. Alors qu'il y a d'autres réponses que celles que je propose dans ce livre. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est d'une façon très générale un refus de chercher des solutions dans l'avenir et une recherche de solutions dans l'enfermement dans le passé. L'attitude russe est très claire. L'attitude russe, ça consiste à chercher non pas une solution en faisant de la Russie un grand acteur du monde, qu'elle a toute vocation à être, mais au contraire à dire nous sommes encerclés, on va s'enfermer et on va créer les conditions de tenir dans notre modèle en étant fermé. Les États-Unis avec Trump sont dans la même direction et certains partis européens sont dans la même direction, c'est-à-dire s'enfermer dans une identité et une partie de la classe politique israélienne est dans la même direction. Alors une juxtaposition de forteresses ne peut conduire qu'à la guerre. Alors je reviens aux anticipations angoissées à la Cassandre ou à la Jérémie de ce monde peut-être catastrophique, peut-être dystopique de demain, hein, le monde en 2030, le sujet qui nous rassemble ce soir avec vous, cher Jacques Attali. Comment on fait concrètement, si on n'est pas spécialiste de construction de jeux vidéo, pour, quand on est des hommes de bonne volonté, des républicains, pour empêcher que ces scénarios catastrophiques s'actualisent et peut-être détruisent ce qui reste d'humanité dans les 5 ans qui viennent? D'abord, chacun d'entre nous n'est qu'un Fabrice dans Waterloo. Bien sûr. On n'a pas, et même ceux qui croient avoir beaucoup de pouvoir n'en ont pas beaucoup. D'abord, on prend conscience des choses. On prend conscience que nous sommes menacés au moins par 4 dangers. L'extraordinaire aggravation des inégalités dans les pays et à l'échelle mondiale, qui est une source de violence. Les guerres. On en a cité quelques-unes, mais il y en a bien d'autres. Je pourrais noyer encore plus votre morale en vous disant toutes les formes de guerre qui arrivent et toutes les technologies. Non, il ne faut pas désespérer la taille, là, vraiment. Et la troisième menace, c'est la menace climatique, qui est là. On n'est pas du tout sur 1,5 degré, on est sur 4 degrés, peut-être 5, on est sur une situation cataclysmique. Et l'autre menace qui est plus subtile ou subreptice,
c'est l'artificialisation du monde et la transformation profonde de l'être humain en objet. On le voit par l'intelligence artificielle, on va le voir par la génétique, et ça renvoie au fantasme du collègue et tout ce qu'on a connu dans la réflexion juive sur l'artificialisation de l'être humain. Ça, c'est une tendance. Ça, c'est une tendance suicidaire. Tout ça mis ensemble, ça nous conduit à un avenir épouvantable, et face à cet avenir, la tentation de s'enfermer pour dire je me protège en m'enfermant peut paraître la meilleure. C'est pas la meilleure. La meilleure, me semble-t-il, c'est d'abord de comprendre cela, d'étudier cela, d'être au courant de cela et d'appliquer deux principes. Le premier, le plus radical, qui est de dire, tant à titre personnel qu'à titre collectif, dans ma communauté, dans ma ville, dans mon pays, à l'échelle des différents lieux dans lesquels j'agis, ne rien faire qui ne soit pas dans l'intérêt des générations futures. Ne rien faire qui ne soit pas dans l'intérêt des générations futures. Marx disait, je veux dire Groucho Marx. Groucho Marx disait, mais pourquoi est-ce que je m'intéresserais aux générations futures? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi? Ça paraît évident, mais c'est faux. En effet, a priori, les générations futures n'ont rien fait pour nous. Imaginez simplement qu'à partir de l'instant où nous sommes, plus personne ne naisse, il n'y a plus de génération future. Bon, on n'aurait plus besoin de pédiatres, on n'aurait plus besoin de maternité, on n'aurait plus besoin d'école maternelle, et progressivement, on n'aurait plus besoin de tas de choses, mais on se rendrait compte assez vite que ceux qui partent en retraite, c'est-à-dire les derniers des vivants, il n'y aurait plus de médecins, il n'y aurait plus de plombiers, d'électriciens, et les vivants vivraient en enfer. Donc nous avons intérêt au bien-être, non seulement de nos enfants, mais de ceux qui ne sont pas encore nés. Donc nous avons un intérêt égoïste au bien-être de ceux qui ne sont pas encore nés. On le sait avec l'amour maternel, paternel, je ne sais pas que cette expression maternelle, l'amour parental, on a intérêt au bien-être de ses enfants, mais plus généralement, on a intérêt au bien-être de ceux qui ne sont pas encore nés. Et ça se traduit dans nos comportements à chaque moment. Est-ce qu'on fait quelque chose qui est conforme à l'intérêt des générations futures? On le voit apparaître, si on veut être un peu optimiste, il y a déjà une vingtaine de pays, dont la France depuis quelques semaines, qui ont introduit dans leur constitution le fait qu'une action contraire à l'intérêt des générations futures est inconstitutionnelle. La France l'a fait d'une façon subreptice, mais c'est fait. Et déjà, si vous introduisez ce principe dans vos comportements, si vous êtes altruiste à l'égard des autres, si vous vous rendez compte que vous avez intérêt à être altruiste, même altruiste à l'égard de ceux qui ne le sont pas, ce qui ne veut pas dire ne pas se défendre, mais être altruiste pour créer les conditions d'une durée, ça change tout. J'en resterai à ce principe parce qu'il y en a d'autres qui découlent, mais qui sont proprement sur le terrain de l'économie et qui ne sont pas le sujet de ce soir. C'est passionnant. J'ai encore quelques questions avant qu'on élargisse le cercle de la discussion avec chacune d'entre vous, chers amis. Pourquoi vous êtes pour découper en morceaux les monopoles que constituent aujourd'hui les GAFAM? Précisément parce qu'ils sont trop puissants, too big, Jacques Attali. Ça revient à votre question tout à l'heure sur le marché et la démocratie. La démocratie est locale, c'est dans un pays, le marché est global. Et aussi longtemps qu'on n'a pas de règles globales, on va voir un marché devenir de plus en plus global et on va voir les GAFAM ou les autres, les uns et les autres, devenir tellement puissantes que les États n'y résisteront pas. Les Chinois l'ont parfaitement compris, qui ont maté leur propre GAFAM, et parce que le Parti communiste ne pouvait pas imaginer d'avoir des entreprises technologiques qui soient plus puissantes que le parti. Et donc l'ont maté. En Occident, les Américains ne l'ont pas fait, ont laissé se développer des entreprises, on a même laissé se développer des entreprises chinoises aux États-Unis, comme on le voit aujourd'hui avec TikTok, et la bataille est encore ouverte pour savoir si les États-Unis vont être capables de casser. Alors, ils vont peut-être casser TikTok, parce que c'est plus facile de casser une entreprise chinoise qu'une entreprise américaine, et parce que les entreprises américaines ont corrompu l'appareil d'État américain d'une telle façon que le pouvoir politique américain est entre les mains de ces entreprises. Mais si on laisse ces entreprises continuer,
il n'y a plus de vie collective possible. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a 3 milliards de personnes qui jouent aux jeux vidéo. Il y a les jeunes générations, et pas seulement elles, passent entre 3 et 7 heures par jour, 7 jours sur 7, sur les réseaux sociaux, dans lequel le temps d'attention ne dépasse pas 1 minute. Donc la possibilité de se concentrer pour faire des études, des efforts est très faible. Et c'est l'ensemble de ceci qui se détruit. D'ailleurs, c'est assez ironique de voir que les Anglais, au XIXe siècle, pour affaiblir la puissance chinoise, avaient fabriqué de l'opium en Inde qu'ils avaient envoyé en Chine pour détruire les Chinois, c'est donner 2 guerres de l'opium, et qu'aujourd'hui, les Chinois rendent l'appareil aux États-Unis de 2 façons, par TikTok, qui est un opium digital, et par le fentanyl, la drogue épouvantable qui est en train de transformer en zombie un très grand nombre de jeunes américains, et pas seulement jeunes, qui vient de Chine et qui passe par le Mexique pour arriver aux États-Unis. La tentative de détruire par la drogue reste une très grande présence, et de ce point de vue, maîtriser, couper en morceaux les hydres que sont ces grands groupes. On reste encore 2 minutes sur la question de ce que vous appelez l'artificialisation progressive de l'existence humaine. Les GAFAM, c'est vrai, jouent un rôle important, moteur dans ce processus. Sur Elon Musk, vous ne partagez pas l'optimisme qui existe dans certains milieux juifs, de gens qui disent « Ah, enfin Twitter est libéralisé, enfin on va pouvoir exprimer des opinions libres ». Vous n'avez pas suivi ce mouvement de panurge? Non, je ne sais pas. Je pense que la philosophie française du droit, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire tout ce qu'on veut, sauf d'insulter, sauf de faire de l'antisémitisme, et d'ailleurs la réforme en cours du droit français est très audacieuse et je suis très pour, celle qui va rendre encore plus difficile et plus condamnable de faire de prononcer des paroles racistes et ou antisémites. La personne de ce monsieur ne m'intéresse pas particulièrement, mais ce qui me paraît particulièrement important, c'est de tout faire pour éviter la propagation des fausses nouvelles. Et ce qu'on voit aujourd'hui n'est rien à côté de ce qu'on va voir demain. Déjà aujourd'hui, on peut avoir, par le biais de l'intelligence artificielle, des substituts de vous, le moi. On peut avoir, moi je me suis trouvé avec des substituts de plusieurs chefs d'État qui tentaient de me merder, en faisant croire qu'il était un tel très difficile à repérer. En ligne, très difficile à repérer. La voix, le visage, le discours sont. Si il n'est pas très difficile, je l'ai fait pour moi. J'ai fait un faux moi qui dit des choses qui ne sont pas du tout ce que je pense. Et je ne l'ai pas mis en ligne, mais j'ai préparé pour le mettre en ligne. C'est effrayant. Donc, nous allons avoir une bataille de technologie très importante sur le... Qui sera la bataille tout simplement de la vérité, de la vérité des positions de chacun. Alors, Jacques Attali, c'est absolument passionnant. Je ne veux pas monopoliser la parole, pourtant nous avons encore beaucoup de questions à vous poser. Je connais assez bien votre travail, votre œuvre, on se connaît depuis un certain temps. Vous avez la gentillesse de suivre depuis longtemps. Voilà. Et je me suis demandé, à lire donc Les Histoires et Avenirs de la Consolation, qui est un très beau livre, il y a un chapitre sur le judaïsme d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une passion secrète qui vous anime? On va en parler ce soir, ça tombe bien, au Centre universitaire et culturel du Val-de-Marne, qui est tout simplement la passion de réparer le monde, la passion du tikkun olam. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pas, au fond, ce qui donne un sens à toute votre action, privée, publique, philanthropique? Je travaille beaucoup sur le judaïsme. Ce tikkun olam était une dimension très intéressante de mon travail. J'ai la chance d'avoir pu avoir des maîtres en étudier les textes depuis 30 ans. J'étudie tout très régulièrement, les maîtres successifs. Pierre-Henri Satati. C'est Pierre-Henri en ce moment, c'était avant le Ramassirat, qui était mon maître privé pendant très longtemps. Nous publions d'ailleurs dans 2 mois avec Pierre-Henri un livre ensemble. Nous allons publier un livre sur la relation entre la pensée juive et la pensée grecque. Rendez-vous est pris sur Radio J. Alors. Et dans quelques mois, un livre qui est terminé sur la relation entre la pensée juive et l'hindouisme, et dans lequel on retrouve des réflexions sur le tikkun olam. Le tikkun olam, c'est quelque chose qui est né, comme vous savez, au XVIIe siècle, au XVIe siècle, donc c'est une version récente
de toute la réflexion juive sur l'imperfection du monde initial, mais c'est pas spécialement juif. Bien des gens chez les Grecs, dans le monde hindouiste, autrement, ont eu et dans le monde zoroastre en particulier, ont eu cette obsession de ce que l'humanité est là pour une raison qui est de faire en sorte que la violence disparaisse de la Terre. On n'a pas réussi pour l'instant, mais je pense que ça reste notre mission. Jacques Attali, comment on peut consoler le peuple juif si atrocement meurtri depuis 5 mois et demi? D'abord, j'essaie de raconter dans ce livre quelles sont les différentes techniques de consolation, en particulier les techniques juives, les techniques musulmanes, chrétiennes, les techniques les plus récentes. Je pense que la meilleure façon de consoler, c'est de créer les conditions pour qu'on n'ait pas à consoler. C'est de créer les conditions pour que le pire n'arrive pas. Et c'est encore, à mon avis, la meilleure chose qu'on pourrait faire. Vous êtes un homme, vous êtes profondément un homme du shalom. Vous rêvez de quoi pour Israël dans les années qui viennent? Je pense qu'il y a... Quels sont vos vœux les plus chers? Je pense que ce qui est très possible, vraiment possible, c'est que le Moyen-Orient devienne un ensemble aussi rassemblé que l'Europe. Après tout, on s'est entretenu avec les Allemands pendant 3 guerres de façon abominable, nous Français, devant ce qu'ils ont fait aux Juifs et à d'autres. Je pense qu'on peut imaginer que dans 20 ans, le Moyen-Orient, de l'Éthiopie à l'Iran, l'Iran compris, de la Turquie aux États du Golfe, Israël compris, constituera un ensemble d'une population de l'ordre de 500 millions d'habitants qui peut être la 3e puissance du monde, rassemblée. Voilà ce que je pense possible. Et vous pensez que les différences culturelles, les clivages civilisationnels pourraient être dépassés, subsumés, réparés? Je pense qu'il y a moins de différence entre la civilisation musulmane et la civilisation israélienne qu'entre la civilisation française et la civilisation allemande. C'est une très belle conclusion. On vous applaudit chaleureusement pour ces réflexions passionnantes et qui, on vous rassure, n'ont rien à voir avec le café du commerce. C'était plutôt un cours de philosophie appliqué à notre monde tel qu'il ne va pas. Voilà, on élargit un petit peu le tour des questions. Il est 20h28. Jacques Attali a encore une grande demi-heure devant lui. Il faudra qu'il nous quitte un petit peu avant 21h. Merci à tous. Et le micro, je pense, va circuler. Je vais donner mon propre micro, à mon avis. Bonsoir, monsieur Attali. Je suis Najib Lalou, je suis écrivain marocain. Et juste derrière, la nuit dernière, j'ai vu les vidéos que vous avez postées sur votre chaîne YouTube. Et j'étais particulièrement interpellé par une, et j'aimerais bien que vous puissiez développer, si c'est possible, qui parle des imperfections qu'on ne veut pas voir. Des choses lâchement ou délibérément qu'on ne peut pas voir. Est-ce que être lucide, c'est pas dangereux? Tout simplement. Oui, vous êtes gentil. Je me suis astreint depuis un mois à faire tous les jours une vidéo d'1 minute. Et c'est très amusant à faire. Et en effet, il y a quelques jours, j'en ai fait une sur qu'est-ce qu'on peut décider de ne pas voir. Je pense que c'est très important de savoir lucidement ce qu'on décide de ne pas voir. Parce que très souvent, on ne peut pas voir qu'on est trompé par son conjoint, que vos enfants vous déçoivent, qu'on n'a pas la vie qu'on voudrait, que le monde ne va pas, parce que c'est plus facile à vivre sans le voir. Je pense qu'il est très important de faire la liste lucide de ce qu'on décide de voir et d'accepter de ne pas voir, de ne plus voir après l'avoir vu, parce que ça nous donne bien un cadre lucide. Or, la lucidité, c'est la condition du bonheur. Sans lucidité, il n'y a pas de bonheur. Et parfois, quand on a fait cette liste, on s'aperçoit que certaines choses qu'on a décidé implicitement de ne pas voir, il faut voir. Il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas accepter de ne pas voir, quand on passe dans la rue, un enfant qui est dans la rue et qui ne mange pas à sa faim ou qui va dormir le soir là. Il ne faut pas mettre des oreilles, Donc il y a des choses qu'il faut accepter de voir et renoncer à ne pas les voir. Et je pense que c'est très important. La révolte
fait partie de l'éthique. Y compris ce qui se passe au Proche-Orient. Oui, et il faut évidemment tout voir. Merci. Je vais faire plaisir à Albert. Bonsoir, monsieur Attali. Je tenais à vous remercier. Je tenais à remercier Albert et ainsi toute la communauté. Monsieur Attali, vous m'avez remis un prix en 2013, le prix Talent des Cités. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans l'hémicycle du Sénat. Et je tenais à vous remercier sur la constance de votre discours et de votre position. Et je tenais solennellement à vous remercier au plus profond de mon cœur le fait que vous avez rappelé qu'il y avait plus de similitudes entre les communautés musulmanes et israéliennes ou palestiniennes ou juives que être musulman ou juif, et rappeler notamment ce que l'Europe, l'Allemagne a pu faire, notamment à la population juive en France. Je tenais à vous remercier, et grâce à des personnalités comme vous, et à Albert aussi. Donc là, je travaille depuis maintenant un an sur un documentaire sur la coexistence entre jeunes de banlieue, parce que Talent des Cités, comme vous le savez, c'est un prix qui est décerné aux jeunes entrepreneurs dans les quartiers. Et honnêtement, dans l'intégralité des jeunes qui vivent dans les quartiers, vous le disiez, comment dire, on n'est pas dans une division, mais plutôt dans la recherche d'une solution qu'on attend tous et toutes. Et on recherche des gens, tout comme vous, qui ont ce dialogue et une direction à nous donner pour qu'on puisse tous vivre ensemble. Et je tenais à vous remercier. Merci, monsieur. C'est ce que je fais aussi encore maintenant par la fondation que je préside, qui s'appelle Positive, et dans laquelle on aide les jeunes des quartiers à créer leur entreprise comme vous. Et on continue, et c'est extraordinairement gratifiant de voir ce qu'on arrive après. Et alors, j'en profite pour rebondir sur la question de monsieur, je vous en remercie. Je pense qu'on m'entend quand même juste pour que, cher Jacques, vous précisiez pourquoi vous étiez au tout début de la conférence. Vous me disiez, bon, peut-être que finalement, sur les relations, ce qu'on appelle, bon, pour faire vite, les relations entre communautés en France, je suis un petit peu moins pessimiste que d'autres voix qui se font entendre. Je ne crois pas au choc des civilisations en terre française, par exemple. Pour l'instant, non. Même si elles existent en Bretagne, en Hollande, en Belgique. Je suis très inquiet de ce qui se passe en Belgique. En France, non, parce que tout le monde est raisonnable. Mais c'est très important, la France. C'est la plus grande communauté musulmane nationale dans un pays occidental, et c'est la plus grande communauté juive. Donc si on échoue ici, ce sera tragique. Mais je ne suis pas pessimiste. Je pense que ce que vous avez dit, ce que je vois tous les jours dans les quartiers, malgré les bouts de feu effrayants de LFI, qui sont vraiment des monstres antisémites, qui d'ailleurs, je l'ai dit souvent, publiquement, qui méprisent les musulmans en croyant que c'est en étant antisémites qu'ils vont les attirer. Me paraît, mis à part ces gens-là, qui, à mon avis, n'ont pas d'impact réel, la société française tient le choc. Monsieur Attali, bonsoir. Dans les 5 risques que vous avez cités, vous n'avez pas du tout évoqué la radicalisation et les poussées religieuses qui créent de plus en plus de clivages et qui sont à la source de la plupart des conflits. Et de ce que vous appelez de votre vœu d'un Grand Orient qui réunirait tous les États, à l'inverse peut-être de tous les États européens ou américains qui sont des États laïques. Ce sont des États qui sont profondément religieux et dirigés par la religion. Alors, nous qui avons connu des populations musulmanes, qui ont connu des populations juives à l'époque où il y avait une coexistence, aujourd'hui il n'y a plus du tout de connaissance ni des uns ni des autres, que ce soit en France ou ailleurs, et chacun vit de plus en plus reclus. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. D'abord, un des États les plus religieux du monde, c'est les États-Unis, qui est un État religieux d'une façon extrême. Il y en a d'autres. Par la juxtaposition des communautés. La France y échappe par, je l'ai dit tout à l'heure, par la laïcité. La digue peut sauter, mais pour l'instant elle est là. Il n'y a pas pour l'instant d'opposition des communautés, il y a un vrai dialogue réel partout, mais il y a des bouts de feu qui essaient de faire que ça saute. Et je crois que la modernité qui fera que le religieux pourrait redevenir quelque chose de personnel, pourrait l'emporter. D'ailleurs, je cite souvent un des très grands penseurs, un des plus grands philosophes européens espagnols,
qui se trouvait être musulman, Ibn Rushd, qui disait, quand on lui disait que la religion c'était plus important que la science et qu'il fallait écarter toute forme de modernité parce que c'était un blasphème face à la vertu du Coran, il répondait: la vérité ne saurait contredire la vérité, car les deux vérités finissent par se rejoindre. Ce qui veut dire, quoi qu'il arrive, même si la science progresse, il reste toujours un espace irréductible où se trouve Dieu. Je vous signale ce grand texte de Ibn Rushd qu'on appelle en français Averroès. Malheureusement, l'islam s'est fermé après sa mort, autour de 1100, au milieu du XIIe siècle. Mais il y a dans l'islam moderne des forces qui pourraient revenir à cette conception et faire en sorte que la raison l'emporte. Et mis à part quelques forces que j'espère ne pas me tromper en considérant comme minoritaires dans le judaïsme, qui sont des forces obscurantistes qui refusent d'aller à l'armée, qui refusent de faire des études normales, alors que le peuple juif est connu depuis toujours comme étant la pointe avancée de la modernité scientifique. Je pense que même si on peut avoir une période obscure devant nous, au bout de la route, la science, la vérité, la lumière, la liberté l'emportent. Alors, on va prendre d'autres questions. Ah oui, je vous en prie. Monsieur Attali, j'ai écouté avec grande attention ce que vous avez dit, et le monde est confronté à de nombreux conflits. Depuis des années, c'est depuis des siècles. La France a toujours joué un très grand rôle en matière de diplomatie. Je pense que la diplomatie est quand même un recours important à tout ce qui se passe en ce moment. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que notre France, qui a connu de grands diplomates, c'est pas vous que je vais l'expliquer, vous avez connu ça dans votre carrière politique, voit que notre puissance diplomatique est reléguée à 5e place maintenant dans le monde. Remplacée à la 3e place par la Turquie, à la 4e place par le Japon, et nous en 5e place. Ne trouvez-vous pas qu'il y a un paradoxe à ce que nous ayons perdu ce rang de diplomate, de cette force que nous avions d'amener une forme de paix, de discussion entre les peuples? L'histoire nous l'a montré, la France a joué un très grand rôle, et actuellement nous perdons cette place-là. Qu'en pensez-vous? C'est pas le lieu pour moi de critiquer la République ni son gouvernement, mais je dirais qu'en effet, la France peut jouer un grand rôle, en particulier dans ce qui se passe en ce moment, à condition d'avoir un discours équilibré. Mais un discours équilibré, c'est pas un discours, on est à fond pour l'un un jour et à fond pour l'autre le lendemain. La diplomatie, c'est ça d'ailleurs, c'est de toujours négocier. Monsieur Attali, vous avez côtoyé de grands hommes. Est-ce que le monde d'aujourd'hui, malheureusement, ne manque pas de grands hommes et visionnaires? D'abord, il y a surtout des grandes femmes qui nous manquent, plus que des grands hommes. Et je dirais que... Nous en avons eu quand même dans l'histoire. La dernière en date, Claude Damir, c'était une grande femme. Vous revenez dans notre arrière-cour personnel. J'en connais d'autres ailleurs. Je pourrais vous citer Indira Gandhi. Voilà. J'ai le privilège de connaître les deux. Et toutes les deux très impressionnantes. D'abord, il y a de moins en moins de gens qui veulent faire de la politique, parce que c'est pas du tout gratifiant. Moi, j'ai jamais voulu en faire, et donc j'ai beaucoup de respect pour ceux qui veulent en faire, mais peu de gens veulent faire ce métier qui est terrible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, d'abord, les enjeux sont très difficiles. Et à l'heure où nous parlons, c'est vrai qu'on n'a pas de grandes figures. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas de grandes figures. Il y a même eu des figures trompeuses. Parce que pour moi, Obama, par exemple, c'était une figure trompeuse. C'est un faux grand président. Il n'a rien fait. Il avait une élégance visible, mais il n'a rien fait. Il a même été lâche au moment où il fallait attaquer. Ce qui n'a pas été le cas du président français de l'époque, qui a été courageux, même si aujourd'hui il est très décrié. Je parle de François Hollande. Donc oui, on manque de grands personnages en ce moment. Cela vient aussi largement de ce que, si vous êtes un jeune qui veut faire une carrière passionnante, vous allez devenir ingénieur en intelligence artificielle ou partir dans une ONG, vous n'allez pas devenir ambassadeur. C'est vrai ce que vous avez dit. Le Grand Orient,
le tracé que vous avez décrit tout à l'heure. Il y a un grand homme qui était le roi du Maroc, que mémoire bénie, Hassan II, qui avait dit que entre l'intelligence du monde juif et l'argent du monde musulman, on aurait fait le Hong Kong du Proche-Orient. Oui, oui, mais il ne faut pas... J'avais beaucoup de respect et d'admiration, avec quelques réserves, mais beaucoup de respect et d'admiration pour ce roi que j'ai vraiment bien connu. Et j'ai eu le privilège d'une très très longue conversation tête à tête avec lui, c'était un être fascinant. Mais je ne réduirai pas le monde arabe à l'argent. Il y a beaucoup d'intelligence dans l'arabe, et je ne réduirai pas le peuple juif simplement à son intelligence. Il y a beaucoup d'autres choses aussi. Donc, c'est l'intelligence et les moyens des uns et des autres mis ensemble et qui sont en fait extraordinairement proches. Et en effet, l'exemple du Maroc, même si les Juifs ils sont plus très nombreux, même si certains y reviennent. Ils ne sont pas nombreux dans tout le monde. Voilà. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas non, mais enfin, c'est une autre question. Oui. Bonsoir, monsieur Attali. On va vous donner le micro, c'est mieux. Ouais. Et on prend encore 2 questions et après Jacques Attali va vous dédicacer ses ouvrages. Bonsoir, monsieur Attali. Que pensez-vous de la qualité de la démocratie américaine? Quand par exemple vous parlez d'une chose bien connue et dont on oublie souvent, la corruption du pouvoir par les entreprises. Bon, donc pensez-vous et que pensez-vous de l'ultralibéralisme qui a été introduit dans les années 80 avec le gouvernement Reagan? Alors, j'avais oublié une chose, sachant derrière tout ça que les États-Unis sont le soutien d'Israël. Donc il y a forcément une interpénétration. Si on a un soutien de qualité, on peut peut-être faire une politique de qualité meilleure si on a un soutien fallacieux. Je reviens toujours au discours très peu connu, que je vous invite à lire, fait par le président Eisenhower en quittant le pouvoir. Ce grand président, qui fut un grand général, a fait un discours extraordinaire où il a dit l'Amérique doit se méfier du complexe militaro-industriel. C'est lui qui a le pouvoir, c'est pas le président. Et c'est plus vrai encore que jamais aujourd'hui, avec les dérives de la corruption, les dérives de l'orientation, les dérives de la... Parce qu'un pouvoir, un complexe militaro-industriel, il a intérêt à la tension. S'il n'y a pas de guerre ou s'il n'y a pas de menace de guerre, on va réduire le budget des armées, donc le leur. Donc pour moi, le grand problème des États-Unis, c'est la puissance du complexe militaro-industriel et tout ce qui en découle, qui les amène à encourager toutes les formes de fanatisme religieux, de partis lunatiques et autres pour des raisons purement financières. Dernière question. Dernière question, oui. Alors, oui. Allez-y. Vous avez écrit un bouquin. J'ai entendu une question d'une femme. J'aurais bien aimé entendre une question. Allez-y, monsieur le Marron. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez répéter? Il aurait préféré que vous soyez une femme, mais il y aura des femmes. Il y aura des femmes, il y aura des femmes lors de la dédicace, c'est pas grave. Allez-y, c'est pas grave. Dans votre... j'ai lu la dernière page de votre livre. Ah, c'est bien déjà. Vous partez de l'hypothèse que Marine Le Pen allait être élue. Oui. C'est pas forcément bien. Ah ben non, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure que dans un roman, j'ai pris le scénario du pire en créant les conditions pour que ça n'ait pas lieu. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas sûr ça. Ouais, je pense même que ça n'aura pas lieu. Mais voilà. Ça dépend de vous. Voilà. Merci beaucoup. Tout dépend de nous. On remercie chaleureusement. Voilà. Ah bah oui, alors si vous voulez, on vous donne le micro. Et vraiment une question, et parce qu'il faut qu'il y ait le temps de dédicacer ces livres. Juste savoir s'il y a des bonnes nouvelles pour l'avenir. Ah, voilà. Il y en a plein. Il y en a énormément. Si vous regardez tous les matins, comme je le fais, ce qui se passe dans les différents domaines de sciences, de médecine,
techniques éducatives, tu regardais tout ce que font les ONG, tout ce que font des gens qui prennent des risques tous les jours, il y a des choses extraordinaires qui se font. Il y a des gens de paix, et des gens de progrès, et des gens qui font des découvertes extraordinaires. C'est très réconfortant de voir ça. Regardez ce que font les ONG, regardez ce que font les savants, et vous serez réconfortés. On vous applaudit chaleureusement, cher Jacques Attali. On vous remercie aussi d'avoir porté au cœur du Val-de-Marne un message d'espérance et de tikkun. Vraiment, on vous en sait vraiment gré. Et le mois prochain, à votre place, le 15 mai, vous pouvez déjà prendre date, le jeudi 15 mai, on conversera avec l'ancien Premier ministre, notre ami Manuel Valls. Un grand merci à tous. Laetitia.